Voilà, je vous remercie. Et je remercie aussi les organisateurs de Culture et Démocratie, parce que je suis vraiment très, très touché qu'on ait pensé à moi pour commencer cette journée. J'aurai l'occasion de le redire, mais je pense que le travail que vous faites est vraiment tout à fait essentiel, vraiment important. Et je sais que Culture et Démocratie, c'est quand même très bruxellois. Et donc, je suis content d'être aussi représentant de la province ici. Et alors, pour faire une petite allusion à ce que vous disiez, dans ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, je me suis occupé de bioéthique et puis d'interculturalité, et puis maintenant auprès du ministre Marcourt en économie, ministre de l'économie. Et effectivement, ce que je dis, c'est que je n'accepte d'être expert que dans des domaines que je ne connais pas, hein, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on n'apprend rien, donc voilà. Donc c'était un peu une boutade, mais en fait, c'est pas une boutade. C'est vrai que quand j'ai commencé l'interculturalité, j'y connaissais rien. Quand j'ai commencé la bioéthique, j'y connaissais rien. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Alors, je voulais vous parler de la modernité, de sa fin supposée, hein, en finir avec la modernité. Je ne sais pas très bien comment on est arrivé à ce titre un peu bateau, qui est un sujet un peu bateau, mais j'en suis comptable de ce choix. Je comptais le faire en mobilisant deux philosophes qui m'ont beaucoup marqué, qui est d'une part Jean-François Lyotard, qui en 1979 a forgé le concept bizarre de postmodernité, qu'il définit comme la fin des grands récits du progrès des Lumières, une sorte d'incrédulité généralisée à l'égard de la croyance en l'émancipation universelle de l'humanité. Et puis le deuxième philosophe, c'est Michel Foucault, qui la même année, en 1979, fait son fameux cours sur le néolibéralisme, intitulé « Naissance de la biopolitique », qui est maintenant disponible, où il montrait, avant même que Thatcher et Reagan n'arrivent au pouvoir, qu'une nouvelle rationalité politique, biopolitique, était en train de se mettre en place, et que cette rationalité ne fonctionnait pas sur le modèle de la main invisible du marché, mais de la sélection naturelle des plus performants, hein, la sélection naturelle des entreprises, des entrepreneurs les plus performants, et donc de l'élimination, de la relégation des improductifs, des inutiles, des surnuméraires. Donc le néolibéralisme, en d'autres termes, ce n'est pas Adam Smith, mais c'est Darwin. À partir de là, j'aurais voulu montrer que la postmodernité, le néolibéralisme, ne signifie pas du tout que la modernité, l'émancipation, les Lumières seraient devenues obsolètes. Je pense que c'est d'ailleurs pas du tout ce que Lyotard et Foucault voulaient dire, mais que nous devons penser autrement la modernité. Rejouer la modernité à un autre niveau, qui n'est pas seulement celui du droit, des institutions, qui n'est pas seulement celui des conditions socio-économiques, mais qui est aussi celui de la subjectivité, de l'expérience que nous faisons de notre corps, du rapport que nous avons à notre désir, à notre inconscient. Donc la modernité qui ne finit pas, hein, avec laquelle nous n'avons pas fini, qui est toujours bien d'actualité, eh bien c'est une modernité qui réfléchit ses propres limites, hein, qui réfléchit ses propres contradictions. Et vous avez parlé du service, non pas que je dirige, mais que je co-dirige avec Florence Camax et Grégory Cormand, Matérialité de la politique, que nous appelons MAP maintenant, où nous avons une quinzaine de chercheurs, philosophes principalement, mais pas seulement. Et nous inscrivons notre travail dans le sillage de la philosophie politique française du XXe siècle, hein, de Sartre à Foucault, en passant par Althusser, Lyotard, que j'ai cité, Deleuze, Derrida, mais aussi l'école de Francfort, hein, Adorno, Benjamin, de Marx et de Freud. Et tous ces penseurs ont finalement opéré le même geste, qui est de mettre la modernité en conflit avec elle-même. Hein, c'est de déplacer le regard vers ce qui travaille cette modernité souterrainement. Et je pense que là, la philosophie rejoint vraiment le travail de terrain de Culture et Démocratie, qui est de mettre à l'épreuve l'idéal d'émancipation en le confrontant à ce qui en constitue les limites. La prison, l'hôpital, l'asile, la précarité. Il y a une très belle image de Michel Foucault. Il dit ceci, c'est qu'il y a un échiquier de cases grises, de cases négatives, dit-il, à peine perceptibles, qui définissent la modalité d'une culture. C'est la trame de ces cases négatives que j'ai voulu appliquer à l'étude de l'histoire des systèmes de pensée. Je pense que ça définit très bien ce que fait Culture et Démocratie. Donc, réécrire le récit de la modernité,
non pas du point de vue des vainqueurs, hein, mais comme disait Walter Benjamin, écrire l'histoire du point de vue des vaincus, hein, ou, dirait Gramsci, du point de vue des subalternes. Alors, j'aurais bien voulu vous parler de philosophie et de tous ces auteurs qui me tiennent à cœur. J'avais fait toute une tartine là-dessus, et puis c'est beaucoup trop long. Donc, ce sera dans les actes, dans le texte que je remettrai, mais je voudrais aller à l'essentiel. Et je voudrais faire l'hypothèse suivante que je vous soumets, c'est montrer que la liberté, l'émancipation, précisément, ne se joue pas seulement sur la scène du droit et des institutions, c'est-à-dire dans le rapport aux autres, mais aussi dans notre rapport au monde et dans notre rapport à nous-mêmes. Hein. Donc montrer qu'il y a, comme dit Étienne Balibar, une autre scène du politique. Alors Étienne Balibar, qui était l'élève d'Althusser, pour moi, je pense que c'est le plus grand politique français actuel, et j'ai le plaisir de travailler beaucoup avec lui. Et je vais d'ailleurs prendre plusieurs hypothèses de Balibar, et si vous voulez avoir vraiment une armature théorique pour penser ce que vous faites, enfin ce que Culture et Démocratie fait, je pense qu'il est tout à fait essentiel aujourd'hui. Alors ce n'est pas un philosophe simple à lire, pas un philosophe facile à lire, mais c'est un philosophe qui est tout à fait passionnant. Et donc il dit qu'il y a une autre scène du politique. Et je propose à partir de là, mais ça c'est mes termes à moi, de distinguer trois formes de liberté. La liberté négative, la liberté positive et la liberté radicale. Alors, l'opposition entre liberté positive et liberté négative, ça j'emprunte ça, c'est assez connu en philosophie politique, j'emprunte ça à un philosophe libéral qui s'appelle Isaiah Berlin, et j'ai forgé pour mon compte le concept de liberté radicale. Ben, il existe sans doute voilà, en philosophie, mais enfin... Alors, la liberté négative, ben, c'est la liberté individuelle. Hein. La liberté négative, c'est la liberté de penser, de circuler, de travailler, de créer. Bref, de faire ce que je veux, pour autant que je n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Hein. C'est la fameuse formule, la liberté s'arrête, là où commence celle des autres. C'est donc une liberté non-interférence. Ni l'État, ni autrui, aucun pouvoir ne peut interférer dans mes choix, aussi discutable soit-il sur le plan moral. Donc que je décide de passer mon week-end à m'abrutir devant la télévision, à faire du sport ou à lire Madame Bovary, hein, ou à relire Madame Bovary, si on veut être un peu snob, c'est mon affaire, hein, c'est mon affaire. Hein, c'est mon affaire. Ça, c'est la première scène du politique, c'est celle de l'émancipation, hein, c'est-à-dire du droit des institutions en tant qu'elles vont régler les rapports entre le sujet et les autres. Puis la liberté positive. La liberté positive, elle ne consiste pas en une absence d'entrave, mais à être son propre maître. C'est-à-dire à vivre de manière autonome au sens propre, poser soi-même ses propres normes, faire ses choix d'existence en toute responsabilité. Alors par contraste avec la liberté non-interférence, on peut parler de liberté non-domination. Être libre positivement, c'est ne pas être aliéné, ne pas être opprimé, ne pas être dominé. Alors, on voit bien que la non-domination, c'est autre chose que la non-interférence. La non-domination, c'est s'émanciper des forces idéologiques, politiques, économiques qui me conditionnent, mais qui me conditionnent à un autre niveau que le niveau juridique, à un niveau, on va dire, objectif, historique, qui est souvent indépendant de ma volonté et de ma conscience. Il y a une phrase célèbre de Marx qui exprime très bien ça. Les hommes font leur propre histoire, dit Marx, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions toujours déjà données et héritées du passé. Donc c'est ça que Balibar appelle l'autre scène du politique, c'est celle des conditions matérielles, historiques dans lesquelles les hommes vivent. Alors si là on veut aller dans le sens de la liberté, de l'émancipation, ben, ça passe par une transformation de la société, qui ne peut être évidemment que collective, progressive. Et puis il y a enfin ce que j'appelle la liberté radicale. C'est la liberté de se transformer soi-même, d'aller à la recherche de soi-même vers cette part intérieure qui nous échappe. C'est la liberté de ne pas être prisonnier de son propre moi, de ne pas être prisonnier des rôles, des assignations, dirait Christian Ruby, qui me sont imposées et que le plus souvent j'ai intériorisées. Cette liberté, c'est celle de l'artiste, c'est celle de l'écrivain.
mais de celui qui mène, de tous ceux qui mènent une expérience spirituelle. Et quand je parle d'une expérience spirituelle, ce n'est pas spécialement une expérience religieuse. Ça peut être une psychanalyse, un voyage, une initiation, certaines formes de coming out, bref, tout processus au terme duquel nous faisons l'expérience que je est un autre. C'est ce que Balibar appelle l'autre du politique. Donc c'est l'autre de l'autre scène du politique. La scène plus profonde encore que la scène souterraine, elle-même souterraine des conditions historiques, c'est la scène du désir, de l'inconscient, du sujet aux prises avec lui-même. Et ici se joue évidemment la question de l'identité des sujets, de leur altérité aussi. Alors je pourrais montrer, mais là je n'ai pas le temps, que l'histoire de la philosophie moderne peut être décrite comme celle de ces trois libertés. Alors j'ai vu qu'il y avait mon livre de l'homme et du citoyen qui est sur les présentoirs, mais je développe ça dans cet ouvrage-là. En gros, la liberté négative, c'est le moment anglais, c'est la grande découverte du moment anglais de la philosophie politique au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est Hobbes, John Locke, David Hume. La liberté positive, c'est le moment allemand, un peu français déjà avec Rousseau, mais allemand avec Kant, Fichte, Hegel et Marx. Et la liberté radicale, pour moi, c'est le grand apport du moment français au milieu du XXe siècle avec Sartre, Lacan, Althusser, Foucault. Enfin, toujours est-il que la question politique de la liberté ne se joue donc pas dans une seule dimension, sur une seule scène, mais dans au moins trois dimensions, sur trois scènes. Il y a la scène du politique, du droit positif, des institutions, de mon rapport avec les autres, liberté négative, la scène de l'histoire, des conditions objectives de l'existence, mon rapport avec le monde, liberté positive, et puis la scène des identités, des conditions subjectives de l'existence, liberté radicale. Vous voyez, philosophiquement, pour ceux qui aiment bien la philo, qui voient, c'est vraiment un renversement du platonisme. Il ne faut pas sortir de la caverne pour aller vers les idées, au contraire, il faut explorer cette caverne et se dire que derrière la caverne, il y a encore une caverne plus profonde, etc. Et que le chemin est dans ce sens-là, en quelque sorte. Donc la liberté doit être vue de façon sagittale, transversale, multidimensionnelle. Et il me semble que cette conception peut un peu éclairer le débat qui oppose, si j'ai bien senti, au sein même de Culture et démocratie, Meyerbeer et Céline Romainville à propos de la définition du droit à la culture. Meyerbeer qui définit le droit à la culture, je cite, comme le droit de choisir et d'exprimer son identité, d'accéder aux références culturelles comme à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d'identification. Donc on va tout de suite jusqu'à la liberté radicale, ce que j'appelle la liberté radicale. Et Céline Romainville qui considère cette définition trop large, donc trop floue juridiquement, préférant limiter le droit à la culture au droit concret de participer à la vie culturelle comme créateur ou comme consommateur. Je mets des guillemets à consommateur. Et paradoxalement, peut-être, je donnerais raison au point de vue positiviste de Romainville, parce que je pense que là aussi se rejoue un petit peu la vieille querelle entre les partisans du droit naturel et les partisans du positivisme juridique, mais ça c'est encore une autre affaire. Mais son point de vue positiviste, parce que ce qu'elle fait, je pense, elle tient à distinguer les trois scènes, à distinguer les trois dimensions, et à renvoyer la question de la liberté positive et de la liberté radicale à d'autres scènes que la scène stricte du droit. Je pense aussi d'ailleurs qu'il est problématique de dire, comme Meyerbeer, mais sans doute qu'il me l'accorderait, qu'une subjectivité se définit par son identité. La subjectivation par l'identification. Nous le savons, toute identité, c'est une imposition, c'est une assignation, une interpellation, dirait Althusser. Et la subjectivité, elle commence précisément quand je m'arrache, ne fût-ce qu'un peu, à mon identité supposée. Quand je vais faire l'épreuve qui peut être difficile, qui peut être au contraire exaltante et joyeuse, de mon altérité constitutive. Donc je pense plutôt que la subjectivation, elle est du côté de la désidentification, d'un travail pour sortir de soi-même. C'était d'ailleurs la définition que Michel Foucault donnait des Lumières, un travail que je fais aux limites de moi-même. Quand je vois la possibilité de ne plus être, quand nous voyons la possibilité de ne plus être ce que nous sommes, on voit la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, et donc la possibilité de ne plus être ce que nous sommes, de ne plus correspondre à cette assignation. Donc nos existences, elles se déroulent sur plusieurs scènes, et nous passons constamment de l'une à l'autre. Et la politique, c'est leur articulation. Alors, deuxième hypothèse, je pense que la dynamique est la suivante.
plus une société sur le plan matériel, objectif, ça c'est Marx, parvient à assurer la cohésion sociale en son sein, en resserrant les écarts entre les classes et les groupes, moins l'individu aura besoin, sur le plan de son imaginaire, sur le plan symbolique, ça c'est plutôt Freud, de référents identitaires figés. À l'inverse, moins une société forme un monde commun, parce qu'elle est désagrégée par la concurrence, par les inégalités, et plus l'individu aura tendance, pour se constituer un monde sur le plan symbolique, à se fier à des identités fixes et univoques. Il me semble qu'on peut lire l'histoire récente de cette façon. Pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, disons 1945, 1980, 75-80, on a vu la promotion du collectif dans l'ordre matériel. Une certaine sécurisation de l'existence, ce qu'on appelle l'état social, une réduction tendancielle, même tout à fait relative des inégalités, en tout cas entre les écarts grands, mais aussi, de façon complémentaire, c'est la montée de l'individualisme, dans l'ordre symbolique. C'est la libération sexuelle, c'est les droits des femmes, des minorités, c'est le déclin du nationalisme et des religions. Durant cette période, l'émancipation sociale s'est donc révélée indissociable, presque mécaniquement, de l'émancipation culturelle, et vice-versa. Le racisme a, pendant cette période-là aussi, relativement, tendanciellement reflué avec la décolonisation et la lutte pour l'égalité civique. Et donc chez les dominés, il y avait toujours des dominés, évidemment, le sentiment était que demain sera meilleur, que nos enfants vivront mieux que nous. Ce que le sociologue Immanuel Wallerstein appelle l'optimisme des opprimés. Et donc chacun pouvait raccrocher son petit récit personnel, aussi dur soit-il, à quelque chose comme un grand récit collectif. À partir des années 80, l'offensive néolibérale inverse la dynamique. Dans les rapports matériels, c'est l'individualisme qui prime, avec la mise en concurrence des travailleurs, le démantèlement de l'État social, et visiblement ce n'est pas fini, ce qui a créé chez les individus une demande compulsive de collectif, de national-populisme chez les uns, de communautarisme chez les autres, et parfois chez les uns et les autres. En contexte néolibéral, on voit qu'on assiste en fait à une captation de notre être culturel, ça c'est sur le plan matériel, et à son assignation identitaire sur le plan symbolique. La rentabilité économique, on le sait bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette rentabilité économique, elle s'est déplacée de la production d'objets, par exemple la fabrication d'un médicament, vers en amont sa conception, la découverte de la molécule, c'est surtout ça qui va coûter cher, et en aval par sa commercialisation, tout le marketing et ce qu'on appelle le face-to-face, la vente, le service. La fabrication de la molécule, ça coûte 3 fois rien. La plus-value ne se fait plus du tout là, elle se fait en amont et en aval. Et donc la marchandisation va coloniser des secteurs que l'on considérait jadis comme d'intérêt public, précisément parce qu'ils touchaient à la production culturelle, d'un côté, et à la gestion des rapports humains de l'autre. Donc la santé, la recherche, l'enseignement, le divertissement, tout domaine qui lie précisément l'immatériel et le relationnel. C'est dans cet immatériel, ce relationnel, aujourd'hui, que la plus-value se fait, que l'extraction de la plus-value est la plus efficace. Alors quelle est la conséquence de cette double logique hyper-industrielle? D'un côté, les technologies de l'information et d'intelligence tendent à uniformiser les modes de pensée et de culture. C'est le même PC, les mêmes moteurs de recherche, les mêmes logiciels qu'utilisent le dirigeant d'entreprise et l'employé de base, le chercheur de haut niveau et le jeune en décrochage. Et d'un autre côté, les impératifs de l'économie de service commandent de segmenter les attentes de la clientèle selon son identité, son vécu. Et on va segmenter le marché selon le statut social, l'âge, le sexe, la culture, la religion. Donc on a un double mouvement d'uniformisation économique, de fragmentation culturelle. Donc on voit bien que c'est la même société qui impose d'appauvrir les ressources symboliques, intellectuelles des individus et qui pousse en même temps ces individus à se ségréger les uns des autres, à se définir selon des identités différenciées et concurrentes. Et c'est dans ce contexte que sont apparues
ce qui les rend, à mon avis, problématiques, les concepts de diversité et d'égalité des chances. Alors, je sais que j'ai co-dirigé pendant 6 ans une institution qui s'appelait Centre pour l'égalité des chances. J'ai toujours été mal à l'aise avec ce concept d'égalité des chances. Pourquoi ? Parce que ces concepts de diversité, d'égalité des chances, acceptent en fait le principe néolibéral de la compétition, de la concurrence, de tous contre tous, et dit simplement qu'il faut que ce soit une concurrence qui se fasse dans la diversité et que ce soit une compétition équitable. Mon œil. Mais c'est dans ce contexte aussi que l'on a mis en place des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Tout ça, c'est en même temps. Et donc l'idéologie de la diversité culturelle, elle ne peut pas être dissociée de la rhétorique belliqueuse du stop migratoire. Les deux discours paraissent opposés, mais ils forment en fait un ensemble idéologique cohérent. Je pourrais montrer ça dans des discours tout à fait précis, des prises de position tout à fait précis de certains partis politiques, de certaines personnalités, etc. Et c'est celle d'un darwinisme social, filtre aux frontières, parce que la politique migratoire, c'est un filtre. Il ne s'agit pas d'empêcher de venir, il s'agit de filtrer la force de travail la plus compétitive, relégation dans les banlieues, régulation par l'antidiscrimination. Je pense que tout ceci est beaucoup plus cohérent qu'il n'en a l'air. Quelles conséquences ? En passant de la représentation de la société en termes d'inégalité et de classe à une représentation en termes de discrimination et d'identité, le néolibéralisme a coupé le lien naturel qui existait jusque-là entre émancipation des individus et transformation de la société. Or, quand on met à l'écart l'idée de transformation de la société, on met à l'écart cette idée, que reste-t-il ? Il reste les cultures, il reste les communautés, les identités. Et donc, à partir des années 90, il ne sera question que d'identité culturelle, d'interculturalité, de choc ou de dialogue des civilisations, avec comme conséquence une surculturalisation, que personnellement j'ai toujours dénoncée, par les pouvoirs publics eux-mêmes, de problèmes, notamment des problèmes d'intégration, de problèmes qui, à la base, étaient des problèmes de dynamique sociale globale. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire, mais du commissariat royal aux immigrés, 93, donc 93-94, à peu près la même année que Culture et démocratie, Bruno Vinicas et Paul Adonde, jusqu'aux assises de l'interculturalité, en passant par la commission du dialogue interculturel 2004-2005, dont j'étais le rapporteur, on voit qu'au départ, on parle essentiellement de emploi, logement, enseignement, et progressivement, on ne parle plus que d'abattage rituel, de foulard, de réfection d'hymen, etc., etc. Donc on a une surculturalisation des problèmes. Je ne dis pas que les seconds problèmes n'existent pas, mais on oublie les dynamiques sociales globales dans lesquelles elles se situent. Avec comme résultat l'affrontement ruineux, l'alternative ruineuse. Là aussi, je peux laisser la discussion pour le débat tout à l'heure, entre les multiculturalistes d'un côté et les républicains universalistes de l'autre. Alors, cette dynamique sociale globale, c'est celle, je pense que l'expression a été exprimée tout à l'heure, d'un mouvement centrifuge qui attire vers le centre du champ social les flux les plus rentables, les flux d'argent, les flux de marchandises, d'êtres humains, d'informations rentables, qui rejettent, c'est dans ça que c'est centrifuge, vers la périphérie les flux moins rentables, et vers la périphérie de la périphérie, vers des zones poubelles, tous les flux indésirables, les surnuméraires, ceux qu'on appelait au Moyen-Âge les inutiles au monde. Et le stade ultime de traitement de cette périphérie de la périphérie, c'est l'enfermement. Ce sont les IPPJ, les EDS, les prisons, les centres fermés, où on retrouve sociologiquement et ethno-sociologiquement à peu près les mêmes populations. Et donc, on a une tendance aussi où l'assistentiel et le pénitentiel ont tendance à se rapprocher. Entre l'assistentiel et le pénitentiel, il n'y a plus qu'un continuum qui est celui véritablement, je ne vois pas d'autre mot, que d'une déchetterie sociale. La question politique des superflus, faut-il les intégrer, les interner, les expulser, se pose en termes analogues à celle des déchets tout court. Faut-il les recycler, les stocker, les éliminer? Je pense qu'on en est là. Donc il faut penser ensemble la violence objective, ce que Balibar appelle la violence ultra-objective, la marchandisation qui met les acteurs économiques en concurrence entre eux jusqu'à les réduire à l'état de choses jetables ou superflues. Alors, L'homme jetable, c'est un très beau livre
de Bertrand Ogilvy, livre difficile aussi, mais extrêmement percutant, que je vous conseille de lire, L'homme jetable. Et puis, il y a la violence subjective, ou ultra-subjective, c'est celle des identités qui va transformer l'autre en barbare, menaçant mon identité. Et pour expliquer le rapport entre ces deux scènes, ces deux séries, Balibar propose une image qui est celle de la bande de Möbius. Alors vous voyez ce que c'est qu'une bande de Möbius. Vous faites subir une torsion d'un demi-tour à une longue bande de papier. Alors je pourrais le faire avec une ceinture aussi, mais je ne vais pas le faire. Mais donc il suffit de retourner. Et quel est l'effet sur une bande de Möbius? C'est que, dit Balibar, la violence, elle court finalement dans la société comme une fourmi imaginaire sur la bande de Möbius qui va passer d'une face à l'autre de la bande sans jamais franchir le bord qui les sépare. On va passer de l'aspect objectif, de la dimension objective à la dimension subjective, de la dimension matérielle à la dimension imaginaire, sans jamais passer par le bord. Et donc, la violence va circuler sur la bande de Möbius. Donc, il y a d'autant plus de violence qu'il y a comme ça transfert d'un plan à l'autre. Alors, juste une citation de Balibar, les manifestations de la violence ultra-subjective, commandées par l'obsession de l'identité, et celles de la violence ultra-objective, résultat de la réduction d'être humain au statut de choses inutiles, donc superflues ou en trop, peuvent continuellement passer les unes dans les autres, tout en restant essentiellement hétérogènes, dit-il. Voilà, alors ça a des conséquences. Alors à nouveau, je ne développe pas, vous voyez, je m'apprêtais à être vraiment beaucoup trop long, mais j'ai l'œil sur le monde, sur le chronomètre, sur la question du racisme. Alors moi, je pense que le racisme, ce n'est pas la peur de l'autre. C'est normal d'avoir peur de l'autre, d'avoir peur de l'inconnu. Je pense que le racisme, c'est quand l'autre est en trop, quand il devient un corps étranger. Et le corps étranger, c'est à la fois quelque chose que je vais dénier, que je ne veux pas voir, que je considère comme irreprésentable, et en même temps quelque chose qui m'obsède. L'antisémite, c'est quelqu'un qui voit des juifs partout. Il est obsédé par ce qu'il voudrait voir disparaître. L'islamophobe, il est incollable sur les minarets, le halal, etc. etc. Donc il y a cette contradiction, en quelque sorte, d'être obsédé par ce que l'on ne veut pas voir. Donc vraiment le corps étranger. Et puis, il y a toute la question des rapports entre culture et précarité. Les précaires, les exclus, les subalternes sont-ils dépourvus de culture, de monde? Hannah Arendt parlait de wordlessness, désolation, absence de monde. Ou ont-ils une culture, mais déniée, une culture, mais éclatée, délégitimée, fragmentée? Je pense que ce que dit Balibar, c'est les deux. Il y a à la fois sur le plan matériel une désymbolisation, ce que Stigler appelle une misère symbolique, et en même temps, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan des subjectivités, une culture qui est déniée, des expressions culturelles qui sont déniées parce que éclatées, fragmentées, non vues. Vous voyez, donc on peut comme ça sortir d'une série d'oppositions. Alors je termine avec la situation actuelle, le déclenchement de la double crise financière de 2008-2011. Je crois que nous sommes entrés dans un nouveau cycle historique, ou plutôt que nous sommes en train de sortir du cycle néolibéral ouvert dans les années 80. Non pas que les pratiques néolibérales aient cessé, encore moins que le capitalisme financier soit sur le point de disparaître, mais l'idéologie néolibérale, donc centrée sur cette concurrence généralisée, le modèle de l'individu entrepreneur de lui-même, etc., je pense que cette idéologie est en train de se décomposer, et j'en veux pour preuve la critique qu'en font aujourd'hui des économistes qui hier encore en étaient les défenseurs inconditionnels. Alors cette crise, c'est une crise de la dette. Or, dans l'histoire, vous savez, les crises dues à l'endettement structurel des États ou des classes sociales, c'est-à-dire quand les individus, les groupes, les États n'ont pas de dette, mais sont en dette, c'est-à-dire dans une situation où l'individu est incapable de s'acquitter de ses dettes, se trouve donc dans une situation d'aliénation. Ces crises de dette sont toujours annonciatrices de grands bouleversements sociaux et politiques. Dans l'Ancien Testament, suite à l'intervention du prophète Néhémie, est instituée l'année jubilaire. Tous les 7 ans, on remet l'ardoise à zéro, suite à une situation où le peuple juif, pressuré de dettes, menaçait de se désagréger. Les réformes démocratiques de Solon et Clisthène à Athènes sont aussi dues au surendettement des paysans pauvres qui risquaient de se trouver en situation de péonnage, d'esclavage pour dette. Et la démocratie commence d'ailleurs par l'effacement de ces dettes. Et les grandes révoltes paysannes du XIVe siècle, qui marquent la fin du Moyen-Âge, sont également, c'est pas que les paysans crevaient de faim, c'est qu'ils étaient pressurés par les dettes et voyaient
leurs seigneurs féodaux comme des créanciers prédateurs. Et à chacun de ces moments, il est apparu avec évidence que le rapport créancier-débiteur était un rapport d'exploitation et de destruction de la communauté. Voilà, je fais vraiment la conclusion de ma conclusion. Je pense que nous entrons dans une phase de bifurcation, donc d'incertitude. Soit le capitalisme financier, pour se maintenir coûte que coûte, va mettre en place des modèles politiques de plus en plus autoritaires, sécuritaires. Je pense quelque chose comme une sortie de la démocratie. La recomposition du paysage politique à la droite de la droite est une forme de réponse à cette demande. Soit un nouveau pacte social, impulsé par des mouvements sociaux, parce qu'il ne va pas venir comme ça, voit le jour, mais il faut avoir la lucidité de reconnaître que nous ne voyons pas encore à ce jour quels pourraient être les contours d'un tel pacte. Quel que soit le scénario, nous allons vers de fortes tensions sociales dont nul ne peut prédire l'issue. C'est évidemment dans la perspective du second scénario, de la reconstruction du pacte social, mais impulsé par du dissensus, que je situe mon travail. Il faut inverser la dynamique sur la bande de Möbius. Dans la dimension matérielle de l'existence, c'est-à-dire sur l'axe de la propriété, de l'avoir, il faut produire de la cohésion sociale, instituer des communs, résister à une trop grande captation individuelle, privatisation des richesses. Inversement, dans la dimension symbolique de l'existence, sur l'axe de l'identité, de l'être, il faut au contraire produire de la singularité, de la différence, bref, résister à une trop grande emprise des communautés, quelles qu'elles soient, sur les individus. Et il me semble que là, nous sommes vraiment au cœur du travail et des convictions de culture et démocratie. La culture comme étant à la fois production de communautés, production de langues, de croyances, de récits, de grands récits communs, et production de singularité, de différence, de création, d'expression qui, à un moment donné, est toujours individuel, subjectif, ultra-subjectif. Nous avons besoin donc à la fois de grands récits et de petits récits. De grands récits pour inscrire notre petite histoire personnelle, qui quand même ne vaut pas grand-chose, prise chacune individuellement, dans une histoire collective. Par exemple, nous devons inscrire les migrations dans notre grand récit national. La Belgique ne se pense toujours pas comme une terre de migration, alors qu'elle l'est. Son grand récit doit être un grand récit migratoire qui intègre les migrations. Et puis nous avons besoin de petits récits singuliers, expérimentaux, qui disent toute la singularité des individus. Par exemple, nous devons entendre ceux qui sont minoritaires dans leur minorité, homosexuels ou athées en contexte musulman, etc., etc. Donc la postmodernité n'est pas simplement la fin des grands récits, et le moment où nous sommes, nous, modernes, mis face à nos contradictions, c'est-à-dire face à nos responsabilités. Voilà, je vous remercie.